En ce moment, ta préoccupation, c'est de savoir pourquoi Donald Trump a décidé d'attaquer l'Iran alors qu'il avait dit, pour son deuxième mandat, qu'il ne ferait plus de guerre et qu'il a toujours critiqué les positions guerrières de ses prédécesseurs. On va faire de l'histoire géopolitique pour les débutants, mais d'abord, générique. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je pourrais rentrer dans un cours magistral, vous expliquer l'histoire personnelle de Donald Trump ainsi que celle des États-Unis et de sa vocation à faire la guerre à peu près tout le monde. En effet, si sur Google vous avez la curiosité de le faire, vous tapez par exemple les guerres faites par les Américains ou les pays bombardés par les Américains durant le XXe siècle, vous serez très surpris de découvrir que ça dépasse les 40 pays, ce qui est très étonnant en soi. Je veux dire par là que la doctrine américaine de la libération de la Seconde Guerre mondiale, les grands libérateurs de l'Europe, pourrait nous faire croire que les États-Unis sont les gendarmes du monde et qu'ils pacifient la planète. Bon, ça, c'est quand on n'a pas compris le film. Je rappelle que la doctrine de 1945 américaine, le premier pilier est l'hyperpuissance militaire américaine. Néanmoins, je vais répondre quand même à ce que j'ai dit au début. Pourquoi, aujourd'hui, Donald Trump attaque l'Iran ? J'ai bien dit Donald Trump, j'ai pas dit les USA. Vous allez voir que la nuance, elle est importante. Le Pentagone, l'état-major de l'armée américaine, n'est pas tout à fait d'accord avec Donald Trump, qui, je le rappelle, en tant que président des États-Unis, est le chef suprême de l'armée américaine. Mais bon, je vais vous donner un petit exemple, comme ça on rentre pas dans quelque chose de rébarbatif. Vous pourrez le dire à ceux qui vont être vos détracteurs, qui vont vous dire l'Iran, les chiites, enfin, il faut pas dire les chiites parce qu'ils vont pas être aussi précis, l'Iran, les ayatollahs, etc., les barbus, les fanatiques, les barbares à barbe. Petite dédicace à Cool, parce qu'il aime bien cette phrase. Donc en tout cas, je reviens sur le propos. Donald Trump. Comprenez ceci, il y a un film qui a été fait sur Donald Trump, c'est un espèce de biopic sur sa jeunesse. Trump. Donald qui? Oui? Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardes dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. Son mentor, c'est-à-dire celui qui l'a formé dans le domaine de la finance immobilière, est un juif. Donc le fait qu'il soit juif, nous ne sommes pas antisémites, cela importe peu. Néanmoins, l'histoire est l'histoire. Il est de confession juive. C'est un génie de la finance, mais c'est surtout un arnaqueur phénoménal. Donc lui, il va former le jeune Donald Trump, qui, je le rappelle, contrairement aux idées reçues, n'est pas l'héritier d'un grand empire, n'a pas sur son compte personnel à l'âge de 20 ans 500 millions de dollars. Il hérite certes d'un héritage qui comprend des affaires, mais il n'est pas, entre guillemets, au rang où il est après ou maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump va être initié à l'art d'aller se faire financer des programmes immobiliers de grande ampleur, des hôtels, des parcs d'attractions, des grandes tours à Chicago, etc., des tours à New York, la Trump Tower Plaza, mais sans jamais mettre d'argent de sa poche. Vous voyez, et sans levier, c'est-à-dire que Donald Trump, lui,
Il va être formé à tchatcher pour ça. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Donald Trump va donc bâtir sa fortune sur un parc immobilier gigantesque. Et là, on ne parle pas de parc immobilier, il achète 3 appartements et 2 immeubles. Il fait construire des tours géantes dans plusieurs villes américaines, des projets pharaoniques, comme on dit, mais le problème, regardez bien, si on prend New York, la Trump Tower Plaza, l'appartement qui est tout en haut, c'est Donald Trump qui l'a. Et c'est pas parce qu'il veut être tout en haut et qu'il veut dire, voilà, moi je l'ai. C'est qu'il n'a pas trouvé preneur, en fait, parce qu'un appartement de ce type à Manhattan, ça coûte au bas mot, tenez-vous bien, 300 millions de dollars. Pas 30, 300. Donc, quand vous construisez un immeuble comme le Tower, la Trump Tower Plaza à New York, vous espérez revendre les appartements. On va faire un truc simple. On dit que la tour a coûté 1 milliard et que vous avez, par exemple, on va arrondir, on va dire 50 appartements. Si vous revendez les appartements 10 millions de dollars, vous avez perdu 500 millions de dollars. Par contre, si vous les revendez 100 millions de dollars, vous avez fait un bénéfice de 4 milliards. Donc, Trump, c'est comme ça qu'il réfléchit. Il a été formé comme ça. Il va construire ses tours en se disant, je vends les appartements à prix d'or, c'est autofinancé, le crédit est remboursé, parce que c'est là que c'est important, il a fait un crédit. Le crédit est remboursé, et ensuite, eh bien, je mets le reste dans ma poche, et je suis milliardaire. Bon, sur la théorie, ça fonctionne plutôt bien. Mais maintenant, regardez ce qui est intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui. Qui a financé tous les programmes immobiliers de Trump? Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Des banquiers d'affaires juifs. Bon, cela vous étonne ou pas, mais le plus important, ces banquiers d'affaires juifs qui sont identifiés. Ils sont identifiés dans plusieurs fondations, par exemple la fondation Carlyle, où le roi d'Arabie Saoudite est actionnaire, MBS, et son père avant, et toute sa famille. Donc, et je rappelle que Carlyle, allez voir ce que c'est, vous allez dire, oh là là, c'est compliqué. Mais bon, ces banquiers d'affaires juifs sont d'abord tous basés chez Isabelle. Ok? Benjamin Netanyahou, ou Chetanyahou, on l'appelle comme on veut, après tout on fait ce qu'on veut. Benjamin Chetanyahou, lui, il est affilié avec ces banquiers. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même groupe d'orthodoxes superpuissants sionistes qui ont un projet en tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant même, bien avant, que Donald Trump soit président des États-Unis, il n'a même pas songé à l'être, parce que je rappelle qu'à la base, il fait de la télé-réalité où il crie comme un veau, et surtout, il va sur l'île aux enfants avec Jeff, vous le dites comme vous voulez. En américain, on dit Epstein. En français, on dira Epstein, parce que Epstein, ça amène à Goldstein, Stein. Bref, il préfère aller à l'île aux enfants pour aller s'amuser avec des petites de 8 ans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qui reviendra après, quand il sera plus président. Parce que pour l'instant, il fait la guerre. Donc on va pas lui dire « Qu'est-ce que tu fais avec des gosses sur une île ?» Mais bon, comprenez bien, il fait financer tous ses biens immobiliers par ces banquiers-là. Et ensuite, il devient président des États-Unis. Mais, entre les deux, est-ce qu'il a remboursé les prêts? Eh ben non, parce que n'allez pas croire que Donald Trump a sur son compte 10 milliards de dollars, c'est pas Elon Musk, il vend pas de voitures, il vend pas de batteries, c'est pas Jeff Bezos, il vend pas des objets sur Amazon. Trump, il vend rien. Trump, ce qu'il fait, il fait de l'immobilier. Construit des tours, des hôtels, des golfs, parce qu'il aime jouer au golf, et ensuite, il vend. Voilà. Ou il loue. Ou alors c'est des hôtels et ça rapporte de l'argent. Maintenant, vous avez jamais entendu parler des hôtels Trump qui étaient des phénomènes comme par exemple les hôtels, vous savez, Hilton, avec la fille Hilton, par exemple Paris Hilton. Non, on n'a pas entendu parler de ça. Ce qui veut dire en fait que Trump, jusqu'à maintenant, il n'a pas le choix, je parle de Trump, l'homme d'affaires, que de grossir en multipliant les acquisitions et les biens immobiliers, toujours financés par crédit, et en grossissant, eh bien, sa fortune, mécaniquement, elle augmente, parce qu'il est propriétaire, même si c'est à crédit, mais il doit rembourser ses dettes. Alors, quand Trump s'est retrouvé dans des difficultés, je rappelle qu'il a été pris en photo comme un vulgaire criminel, eh bien, les banquiers juifs, ça c'est avéré, vous pouvez aller le vérifier, ces banquiers-là, on le sait, parce que, voilà, ces banquiers-là lui ont dit très clairement, bon, maintenant que t'es président, il s'agirait quand même d'aider Isabelle, parce que nous, on est tes amis. T'as été formé par l'un des nôtres, nous, on est toujours là avec toi, et toi, tu fais rien pour nous. Et Chetanyahou va lui dire,
Nous, c'est simple, on veut deux choses. Eretz Israël, le trait blanc en haut, le trait blanc en bas, le grand Israël. Mais surtout, on veut être, d'un point de vue régional, tout seul. Gaza, on s'en occupe, on va bombarder des femmes et des enfants, et tu diras rien. Mais par contre, on voudrait se débarrasser de l'Iran, parce que la Syrie, c'est fait. Hein, voilà, la Syrie, ça a été détruit de l'intérieur, Bachar el-Assad, etc. Puis là, ils ont mis un gars barbu, donc on se dit quoi? Ah bah, ils ont mis un barbu, le barbu sera jamais avec eux, mais détrompez-vous. Le Liban, c'est compliqué, parce qu'il y a le Hezbollah, eh bien, on va assassiner Nasrallah, le chef du Hezbollah, et tu diras rien. Et on enverra des commandos qu'on veut, et tu diras rien. Mais par contre, il y a l'Irak. Mais l'Irak, c'est fait, pas de problème. L'Irak, 2003, George Bush, je sais pas pourquoi l'Irak a été envahi, terminé, capoute, KO, et bien sûr, aujourd'hui en Irak, ceux qui dominent l'Irak, c'est des chiites, donc affiliés avec l'Iran. Mais attention, les Américains, ils veillent au grain. Et après, on a l'Égypte aussi, qui est de l'autre côté, mais l'Égypte aussi, c'est plié. Hein. Je rappelle que la révolution égyptienne, elle est morte dans l'œuf, puisque ça a été le retour de la dictature militaire du maréchal Sissi, qui lui, garde à vous, aux Américains, à vos ordres, merci. Il reste l'Iran. L'Iran nous pose problème, parce qu'ils ont des missiles balistiques, et puis ils écoutent pas en plus. La guerre d'Iran commence. La guerre d'Iran n'a pas été planifiée 48 heures avant. Avant même que Donald Trump soit président, les Israéliens savaient qu'ils allaient attaquer l'Iran. Ils peuvent pas y aller tout seuls. Ils n'ont pas assez de F-35. Là, ils ont envoyé quasiment tous leurs drones. Ils en ont plus. Je rappelle que leurs drones de dernière génération coûtent 30 millions de dollars. Il y en a un qui est tombé et qui s'est pas éclaté. Résultat, les Iraniens l'ont récupéré et disposent de toutes les données technologiques d'Isabelle, mais c'est pas ça le pire. C'est que au sol, ils peuvent pas y aller, c'est trop loin, et puis de toute façon, ils en sont pas capables, et leur aviation est limitée. Il faut nécessairement 2 groupes aéronavals, avec les porte-avions, un en haut, un en bas, détroit d'Ormuz, dans la Méditerranée orientale, et puis on y va. Sauf que là, ils s'aperçoivent d'une chose, en ayant assassiné le président iranien, ou l'ayatollah Khamenei, eh bien, ils ont fait une erreur phénoménale, c'est que aller assassiner un monsieur de plus de 80 ans en se disant « Ah tiens, on va le tuer », oui, c'est comme quand ils ont tué Sheikh Yassine, qui était Sheikh Yassine, il était sur un fauteuil roulant, et ils l'ont tué, parce que c'est entre guillemets le chef du Hamas, ils le tuent en pensant que le Hamas va s'éteindre. Mais ça fonctionne pas comme ça. Les gardiens de la révolution, en Iran, ils ont, bien entendu, un comité qui a élu, ça c'est un comité où on ne connaît pas tous les membres, etc., qui ont élu Khamenei, qui était ayatollah. Ayatollah, c'est l'équivalent d'un pape. Tu tues le pape, les fidèles vont pas dire, bon, bah, on quitte la religion. Ben non, pas du tout. Bien au contraire. Le peuple s'est fédéré, 91 millions d'habitants, et je rappelle au passage qu'Isabelle avait infiltré l'Iran depuis le début des années 80. On a des données qui sont, entre guillemets, disponibles, qui nous permettent d'accréditer que, par exemple, ils ont mis en place des dentistes iraniens, des chirurgiens iraniens, qui ont été retournés dès qu'ils étaient étudiants, qui ont étudié à l'étranger. Pourquoi? Pour aller mettre dans les dents, par exemple, de certains généraux, de certains membres importants, qui peuvent être à proximité du président, des capteurs, enfin des trackers, qui ne sont activés qu'au moment où on en a besoin. Ça réfléchit, le Mossad. Pareil pour les chirurgiens, ils ont implanté des dispositifs à l'intérieur même de patients qui étaient, par exemple, à des postes importants, etc. Et là, je vous parle de choses qui se sont passées il y a plus de 40 ans, et qui ont été faites, par exemple, dans les années 90, dans les années 2000, et ça a progressé. Et ils voyaient déjà tout cela, et ils savaient déjà qu'ils allaient attaquer l'Iran. Mais au-delà de ces considérations, Trump n'a pas attaqué l'Iran parce qu'il déteste l'Iran. Le seul pays qui, aujourd'hui, refuse de faire inspecter ses installations alors qu'il est détenteur de l'arme nucléaire, c'est Isabelle, c'est pas l'Iran. Parce que l'Iran ne l'a pas, a priori, n'est-ce pas, ne l'a pas, mais l'Iran a toujours répondu aux inspections, a toujours laissé les inspecteurs, vous savez, là, de l'AIEA, etc., des Nations Unies, inspecter. Et puis, le seul pays qui a un programme nucléaire qui n'est pas assumé, c'est Isabelle. Donc en vérité, le seul qui ne répond pas aux règles dans cette région, c'est Isabelle. Mais les États-Unis, c'est pas ça qui les préoccupe. C'est Donald Trump qui, lui, doit de l'argent à ces gens. Et quand on lui dit « tu vas faire ce qu'on te dit », lui, il fait. Parce que n'allez pas croire que Donald Trump s'est transformé tout d'un coup en stratège. Vous savez, quand il a fait enlever Nicolas Maduro, je rappelle que il y a aussi une autre dimension que je vais vous rajouter. Tiens, j'y pensais maintenant, je vais la rajouter. Là, on sort du contexte Isabelle, Donald Trump leur doit de l'argent. La Chine. La Chine est dépendante du pétrole iranien.
et du pétrole russe. La Chine ne prend pas de pétrole, par exemple, par l'Arabie Saoudite, elle peut en prendre sur les marchés. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que près de 40% du pétrole chinois, il venait d'Iran. Il y a aussi le pétrole russe. Là, le détroit d'Ormuz est bloqué, plus de pétrole. La Chine avait déjà anticipé en faisant des réserves, ils ont fait des réserves, les données sont tombées, à peu près 100 jours de pétrole. À quoi sert le pétrole pour la Chine? Pour leurs usines, à faire fonctionner leurs usines, qui sont certaines dépendantes du pétrole, parce que le parc de voitures, ils sont en train progressivement, allez le vérifier, de mettre tout à l'électrique, et ce sont les plus performants de la planète sur les voitures électriques. BYD a dépassé Tesla, pour information, mais ils ont besoin du pétrole pour plein de choses. Le pétrole, ça sert aussi à créer des produits manufacturés, etc., les routes, vous voyez, donc le pétrole, la Chine en a besoin. Ils ont fait une réserve de 100 jours. Et qu'est-ce qui se passe dans 100 jours? Si le commerce du pétrole n'est pas rétabli comme il faut, la Chine, c'est bloqué. La Chine, c'est 60% du commerce mondial, les produits manufacturés chinois, etc. Et là, l'économie mondiale peut tomber par terre. Mais Trump, lui, il s'en fout. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'étouffer la Chine, parce que la Chine est propriétaire de quasiment toute la dette américaine. Le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Donc vous voyez, la Chine se retrouve dans un espèce de veto économique dont elle a conscience, et la Chine n'interviendra pas en Iran, alors que la Chine et l'Iran ont des relations étroites. Il y a des collaborations militaires, etc., du matériel chinois qui est en Iran. Donc vous voyez, Trump, il a deux dimensions. Ceux à qui il doit de l'argent, eh bien il les sert en baissant la tête, et ceux qui pourraient, entre guillemets, réclamer des paiements de dette avec intérêt et étouffer l'économie américaine, eh bien il essaye de les tenir avec cette pression pétrolière. Parce que le Venezuela, c'est les plus grandes réserves du monde de pétrole, l'Amérique a la main dessus, actuellement, avec Maduro qui est en prison, etc., et son épouse. Et pour l'Iran, ils veulent la même chose. Parce que au milieu, vous avez l'Arabie Saoudite, qui est un des plus grands producteurs aussi mondiaux de pétrole, mais MBS, l'Arabie Saoudite, sont féodés aux États-Unis. Il faut bien que vous soyez conscient de ça. Ce n'est pas le gardien des lieux de la religion, de la Mecque, etc., de Médine, de l'islam. La famille Saoud, c'est les États-Unis depuis le début. Les Anglais, puis les Américains. Donc, il faut être très clair, les Américains sont en train de verrouiller les champs pétrolifères mondiaux pour leur propre intérêt. Ils n'agissent pas du tout pour l'Europe. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'a pas été convié à la petite sauterie qu'ils ont organisée en allant bombarder. Et je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense que Trump a pensé, parce qu'il pense pas beaucoup, mais il a pensé, qu'en bombardant l'Iran comme ils l'ont fait, voilà, et surtout en allant assassiner des écolières dans une école, et en tuant Ali Khamenei, il pensait que le peuple allait se révolter. Bon. Il y a une autre dimension peut-être qui va intervenir, parce qu'ils ne pourront pas tenir comme ça pendant des semaines, les Américains. Tenter une révolution par l'intérieur avec des éléments déstabilisateurs, parce qu'ils iront pas au sol. Ça, il faut être très clair. Cette vidéo va rester. Donc s'ils vont au sol, ressortez-la. On aura, t'avais dit qu'ils iraient pas au sol. Ils peuvent pas aller au sol. Parce qu'au sol, ils vont perdre beaucoup d'hommes. Et ça, la doctrine américaine, niette. Le président américain est responsable de ses boys, donc il peut pas s'amuser à envoyer des Marines, qui eux vont se faire tuer très rapidement, parce que la population s'est soudée autour de la mort de l'ayatollah Khamenei, mais aussi autour de la mort, par exemple, des écolières, 160 petites filles, et puis d'autres civils qui ont été tués. Donc vous voyez, le peuple iranien, il est pas dupe, même si vous pouvez considérer que le peuple iranien voudrait renverser le régime, etc., il y a quand même une dimension que Trump n'a pas saisie, c'est qu'ils n'allaient pas se fatiguer, les Iraniens. Ils vont continuer avec des souterrains, des missiles lanceurs mobiles, etc., à lancer sur tous les alliés américains, les bases, etc. Ça peut pas durer des mois et des mois et des mois. Même si les capacités iraniennes diminuent largement, ça va coûter des milliards de dollars à l'économie américaine. Isabelle est déjà essoufflée, ils n'ont plus les moyens de leur ambition. Maintenant, ils ont ouvert un front au Liban, et au sol, c'est pareil, ça se passe pas comme ils voulaient. Parce que avec les avions, tout est simple, les avions, les missiles, on appuie sur des boutons. Au sol, c'est une autre chanson. Le Hezbollah avait déjà montré aux forces spéciales d'Isabelle comment ça se passait sur le terrain. Et ça s'est mal passé pour eux. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que Donald Trump n'agit que pour ses intérêts économiques personnels, parce qu'il doit de l'argent à ces gens-là, et qu'il y va bon gré mal gré, et qu'ensuite, il y a la dimension américaine de l'Empire américain, de son hyperpuissance militaire, et surtout de cette, entre guillemets, de cette stratégie de garder les champs pétrolifères mondiaux pour lui-même. Vous voyez,
Donc tout ça nous dit quoi? C'est que les États-Unis ne marchent que pour les États-Unis. Cette histoire de Isabelle États-Unis ensemble, c'est parce que Isabelle a donné des ordres à Donald Trump, même si les États-Unis ont toujours eu comme doctrine aussi, il faut le dire, de préserver Isabelle comme si c'était le 51e État américain. Mais voyez, l'histoire parfois n'est pas celle que l'on pourrait croire. Donc mettez-moi vos commentaires, j'aimerais bien aussi avoir vos avis. Ce que vous pensez de ce que je viens de dire, vous pouvez avoir aussi d'autres considérations, d'autres théories, ça m'intéresse tout de même, parce que nous ne sommes pas, entre guillemets, la science infuse, nous essayons simplement d'analyser les choses sous l'angle historique, les uns et les autres. À vos commentaires, petit like, partagez et abonnez-vous.